Bonsoir, bonjour tout le monde. Nous ouvrons la cérémonie de la remise du prix de la russophonie. En attendant les gens encore bloqués dans les embouteillages étonnants pour un samedi, nous souhaitions vous présenter le dernier ouvrage de la Fondation Eltsine, qui est donc La chute de l'Empire soviétique de Igor Gaïdar, leçon pour la Russie d'aujourd'hui. Здравствуйте, добрый вечер. Мы открываем нашу церемонию вручения премии «Русофония». И в ожидании некоторых людей, которые застряли в пробках достаточно удивительных для субботнего вечера, мы хотели бы представить вам последнюю изданную книгу фонда Ельцина, которая под авторством Егора Гайдара, которая называется «Падение Советской империи». Voici déjà les questions de traduction qui pointent le nez. Est-ce que c'est la chute, le déclin ou la perte? Donc nous commençons évidemment par la présentation de certaines personnalités qui nous font l'honneur de leur présence. Tout d'abord, les créateurs du prix de la russophonie, M. Alexandre Drozdov, le directeur exécutif de la Fondation Eltsine. Мы хотели бы представить некоторые фигуры, которые сегодня почтили нас своим присутствием. Прежде всего, это основатель премии «Русофония», исполнительный директор фонда Ельцина Алексей Дроздов. Et Dimitri de Kochko, co-créateur du prix de la russophonie. И также Дмитрий Кашко, сооснователь премии «Русофония». L'ambassadeur de Russie, M. Orlov. Посол Российской Федерации господин Орлов. Le maire de Кремля-Бicêtre, Jean-Luc Laurent. Мэр города Кремля-Бicêtre, Jean-Luc Laurent. Ainsi que, bien sûr, les éditeurs et les traducteurs qui sont venus très nombreux aujourd'hui. И также издатели и переводчики, которые сегодня пришли в большом количестве. Voilà. Sur ce, je passe la parole à Jean-Luc Laurent, le maire de Кремля-Бicêtre. Теперь я передаю слово Жан-Люку Лорану, мэру Кремля-Бicêtre. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous accueillir dans cette mairie du Kremlin-Bicêtre et dans la salle de son conseil pour ce 4e prix de la russophonie qui va être décerné dans quelques instants. Je veux remercier les initiateurs, la Fondation Boris Eltsine et puis l'association France Orale et tous les membres du jury et tous les partenaires qui se sont associés à cette manifestation. Le choix du Kremlin-Bicêtre, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, peut être insolite. Vous êtes dans une salle qui vous rappelle, par les armoiries de la ville, que nous sommes liés au Kremlin de Moscou et qu'il y a une tradition, une histoire faite de méandres, monsieur l'ambassadeur. Mais justement, ce festival et cette remise de prix qui rapproche la culture russe de la langue française, cette grande et belle langue, permet une meilleure compréhension mutuelle. Et comme je l'ai dit hier soir, et que je veux le redire devant vous, je suis convaincu que la Russie et la France ont encore, pour ces deux nations qui sont aux deux extrémités de l'Europe européenne peut-être, pour citer quelqu'un de connu, ou je pense à De Gaulle, n'ont pas fini, ces deux grandes nations, d'incarner l'avenir du monde et d'y participer. Et pour cela, nous avons besoin de compréhension mutuelle, de meilleures connaissances. Et qu'est-ce qui est mieux que la littérature, l'art, pour nous rapprocher au niveau de ces deux peuples. Господин посол, дамы и господа, я счастлив приветствовать вас в мэрии Кремля-Бicêtre и в зале Совета в честь вручения 4-й премии «Русофонии», которая
которая будет вручена через несколько минут. Я бы хотела вам сказать, что выбор города Кремлин-Бисетра для вручения этой премии не случайен, поскольку, как вы это видите на нашем гербе, наш город имеет связь с Московским Кремлем. Нас сближает некоторая общая история, может быть извилистая история, но я хотела бы сказать, что именно русский язык и русская литература могут послужить для того, чтобы мы лучше понимали друг друга, поскольку Франция и Урал, Франция и Россия, две крайних точки Европы, европейской Европы, если можно так выразиться, должны прийти обязательно к взаимопониманию, и именно в этом нам может помочь русский язык и русская литература. Merci à vous d'être venus nombreux. Merci à toutes les personnalités. Merci Monsieur l'ambassadeur. Merci Monsieur le maire. Merci Monsieur le représentant de l'administration présidentielle. C'est l'importance de le fait que vous soyez venus nous voir, le fait que vous tous vous soyez là. Je pense que ça souligne l'importance de l'événement, l'importance symbolique de l'événement. Et comme l'a dit Monsieur le maire Jean-Luc Laurent, avec lequel nous nous sommes découverts quelques communautés de pensée, il faut bien le dire, honnêtement, une interférence, une coopération, une compréhension entre les deux espaces culturels que nous représentons par nos langues, le français et le russe, la russophonie et la francophonie, a donné un élément de dimension réelle de l'Europe, de donner une compréhension d'espaces culturels alternatifs dans le cadre d'une globalisation qui a tendance à tout standardiser et évidemment à conserver simplement des notions qui sont véhiculées que par certaines langues ou que dans certaines langues. Donc des groupes de langues comme cela sont importants pour non seulement conserver une certaine culture, pour rester une alternative dans la globalisation, mais aussi pour faire connaître des cultures de langues plus petites, moins parlées, parce que c'est des peuples plus petits, et grâce à des langues, je dirais, intermédiaires, comme le français ou le russe, eh bien, elles arrivent à être connues dans le monde entier, mais par leur biais et non pas par une seule langue standard. C'est l'exemple qui va vous être donné avec l'édition des littératures des différents peuples qui ont le russe en commun, mais leur propre langue en elle-même, que les gens ne connaîtraient pas forcément. Entre le quechua et l'ouzbek, il y a peu de chances qu'il y ait des communications autrement que par le russe. C'est pourquoi, c'est l'un des buts de ce prix Russophonie, c'est l'un des buts de l'idée de Russophonie, et le prix Russophonie, évidemment, c'est une façon de souligner pour les Russes l'exemple de la francophonie, et pour les Français, faire connaître la littérature russophone, là, ils n'ont pas attendu le prix Russophonie, puisque c'est vers le français qu'on traduit le plus d'ouvrages en russe. Merci à tous d'être là, et vous allez voir les œuvres qu'on a récompensées cette année, grâce à la Fondation. Merci. Вот это немалочисленное собрание здесь, это знак того, что существует, как уже говорил господин мэр, существует связь между Францией и Россией, вот, и также, что существует тенденция сохранить не только взаимодействие между Россией и Францией, но также сохранить некоторые понятия, при помощи языка сохранить понятия, которые могут храниться только в каком-либо одном языке, и также, что немаловажно, с помощью русского языка, который является стандартным официальным языком для некоторых других менее многочисленных народностей, для нацменьшинств, сохранить языки этих нацменьшинств и сохранить общение между ними, поскольку в данный момент, скажем, и распространять естественную культуру. И также хотелось бы сказать, что этой премией «Русофония» мы, во-первых, привлекаем Францию, так скажем, к тому, чтобы проявить интерес к России, и распространяем в России пример франкофонии. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier tous de venir ce samedi
à la mairie du Kremlin-Bicêtre pour participer à cette remise déjà du 4e prix de la russophonie. Господин мэр, дамы и господа, прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто пришел в эту субботу на нашу премию русофонии, 4-ю премию русофонии, которая вручается. Cette cérémonie fait partie du programme officiel de l'année de la Russie en France. Le programme a commencé le 25 janvier, lundi dernier, et le départ de l'inauguration de cette année sera donné par la visite d'État du président Medvedev en France le 1er mars. Премия «Русофония» является частью от программы «Год России во Франции». Программа «Самая год России во Франции» начался 25 января, в прошлый понедельник, и одним из первых визитов, осуществленных в рамках «Года России во Франции», будет визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 1 марта. Cette année, c'est une année vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle à plusieurs titres. Tout d'abord, dans notre histoire de relations durant plusieurs siècles, il n'a jamais eu d'une année de la Russie en France et de l'année de la France en Russie. Этот год абсолютно необычный, он необычен во многих смыслах. Прежде всего, за многовековую историю наших государств ни разу не было года России во Франции или года Франции в России ранее. Puis, alors c'est une année croisée, c'est-à-dire en même temps, nous avons l'année de la Russie en France et de la France en Russie. И в данном случае это перекрестный год России во Франции и Франции и России в то же время. L'objectif de cette année, c'est de réveiller des sentiments d'amitié qui souvent dorment dans l'âme des Français et des Russes, rapprocher encore davantage nos deux peuples et donner envie à des Français et des Russes aller découvrir des pays amis. Которые существуют в сердцах и французов, и русских. Это также дать возможность сблизить два эти народа и также пробудить интерес к путешествиям в Россию и, соответственно, во Францию. Nous apprécions beaucoup le fait qu'à côté des événements officiels de grande envergure comme l'exposition Sainte-Russie qui sera inaugurée le 2 mars au Louvre ou bien l'exposition nationale de la Russie au Grand Palais à partir du 11 juin, il y a beaucoup de manifestations culturelles dans les petites villes, dans les communes, dans les collectivités territoriales. Et ça, c'est très important. Ça montre que cette année n'est pas une année formelle. C'est vraiment l'expression de l'âme du peuple français vers la Russie que nous apprécions beaucoup. Мы очень рады, что кроме событий этого года, так скажем, большого масштаба, как, например, выставка «Святая Россия», которая пройдет в Лувре, или национальная выставка, которая будет иметь место в Гран-Паре, этот год также дает место различным манифестациям и выставкам в городах, в маленьких городах, в коммунах, что показывает, что вот это сближение между Россией и Францией не просто официальное. Cette année, alors la remise du prix se passe à la mairie du Kremlin-Bicêtre et en parlant devant le représentant de la délégation du président de la délégation de Russie, j'espère qu'un jour on va se réunir au Kremlin pour justement remettre ces prix. Pourquoi pas? В этом году в 4-й раз вручается премия «Русофония». На этот раз ее будут вручать в мэрии города Кремлин-Бицêtre. Я желаю успеха ее организаторам и горячо поздравляю лауреатов. Премия, учрежденная в 2005 году Ассоциацией «Франс-Урал» при поддержке фонда Бориса Ельцина, внесла ощутимый вклад в сближение французской и русской культуры, к которому я питаю особое чувство. Премия за лучший перевод с русского языка на французский, мне кажется, великолепным символом этого сближения. В этом году премия «Русофония» вручается в самом начале года Франция-Россия.
И она как нельзя лучше вписывается в программу ярких мероприятий этого года, призванных укрепить отношения между нашими странами. Подпись Жак Ширак. Bonsoir. Премия «Русофония» – это одна из тех премий, которые делает наша организация. И если бы даже здесь находились наши коллеги и партнеры из Англии, из Италии, из Испании, Германии, где проходит подобного рода церемония, я бы все равно сказал, что то, что делает Ассоциация Франции «Урал», вызывает лично у меня, во всяком случае, наибольший интерес и восхищение. Le prix Russophonie est un des prix décernés par notre organisation et même en présence de nos représentants, de nos partenaires dans d'autres pays européens comme l'Allemagne ou l'Angleterre, je dirais de toute façon, ce que j'ai envie de dire, c'est que parmi ces prix, le prix Russophonie, ce que fait l'association France Orale, me suscite le plus d'intérêt et d'admiration. Мне кажется, что нам удалось самым полным образом воплотить первоначальную идею такого рода премии. Демократизм. Демократизм – это и награда. Je crois qu'ici, nous avons réussi à mettre de mettre en œuvre l'idée que nous avons, qui était à la base de ce prix, c'est le démocratisme, le caractère démocratique du prix. Жюри во Франции имеет абсолютный полный карт-бланш, и мы всегда с нетерпением ждем, что же последует на сей раз. Я почти каждый раз оказываюсь прав в своих ожиданиях, это всегда неожиданно, это всегда интересно. Le jury en France a une carte blanche et nous attendons toujours avec impatience les résultats du prix. En général, je me trompe rarement dans mes attentes, mais en général c'est toujours inattendu et il est toujours intéressant de découvrir la solution. Ils ont beaucoup travaillé pour sortir, mais alors c'est tout frais, un numéro spécial des lettres russes consacrées aux écrivains de l'oral, et pour sortir également 2 petits fascicules d'auteurs ouraliens qui n'ont pas pu venir pour des raisons diverses. Un parce qu'il était en délicatesse avec les impôts, il y a un problème de passeport, et l'autre parce qu'elle était souffrante. Mais enfin, Irène s'emploie depuis des années avec l'équipe de LRS, ils sont ici, j'espère, quelque part, à faire connaître la littérature russe. Elle a fait découvrir beaucoup d'auteurs. Et elle m'a vraiment soutenue cette année, elle a été là jusqu'au bout et je tiens vraiment à la remercier. Voilà. Je veux également remercier bien entendu les personnes du Kremlin Bicêtre et notamment toutes les personnes qui travaillent à l'espace médié qui avec une gentillesse incroyable nous soutiennent ces journées. Et puis bien entendu le jury parce que eh bien, ils sont tous pris, ils font beaucoup de choses. André parcourt le monde et il écrit des livres, ce n'est pas une mince affaire. Agnès traduit, elle écrit également, elle fait pas mal de choses, et puis Gérard et Irène sont également très actifs, ils écrivent beaucoup, ils font des conférences, donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir les réunir, et voilà, c'est eux qui vous parleront tout à l'heure, pour parler de leur travail. En tout cas, je voulais les remercier particulièrement. Voilà. Donc, eh bien, je rends la parole à Daria et encore merci à tous. Et puis, j'espère, c'est ce que j'avais dit il y a 4 ans pour le prix Russophonie, j'espère l'an prochain pour des journées peut-être du livre russe ou du livre en russe. Voilà, je ne sais pas, mais je l'espère en tout cas. Я постараюсь кратко резюмировать то, что сказала мадам Эстон. Значит, дело в том, что премия «Русофония» вручалась 3 года, вручается сегодня 4-й раз. Это были 3 прекрасных года с прекрасным жюри и прекрасными книгами. И, конечно же, хотелось большего, хотелось какого-то кадра, какой-то среды для вручения этой премии. И поэтому возникла идея вот фестиваля русофонии и Дней русской книги
С этой идеей госпожа Вестер пошла к господину Жан-Марку Николю, которого она хотела бы поблагодарить. И очень хорошо, что эта идея воплотилась. Вот, и также значит, идея воплотилась, и смогли приехать российские писатели, уральские писатели, здесь сегодня присутствуют. И мадам Вестер хотела бы особенно поблагодарить госпожу Ленце-Болгарски, которая работала с ней весь этот год для того, чтобы создать эти дни русской книги, и которая также отвечала и за номер русской литературы Летсмануйса, посвященный уральским писателям, и за приезд этих писателей, которые здесь сегодня практически все. И также хотелось бы, конечно, поблагодарить всех работников мэрии, всех, кто нам помогает в эти дни, и понадеяться на встречу в следующем году, может быть, на еще одни дни русской книги. Un autre critère, effectivement, qui peut expliquer notre choix, c'est le fait que nous nous refusons à couronner, à mentionner une œuvre qui contienne des textes qui ont déjà été traduits dans le passé. Donc, c'est par exemple le cas du premier tome de l'œuvre autobiographique en prose de Tsvetaev. Cela n'enlève rien à l'intérêt et à l'importance de cette publication, mais nous ne l'avons pas mentionné à cause de ces règles que nous nous sommes imposées. En ce qui concerne justement la variété des registres de langue, on voit également il y a également un événement très important cette année qui a été la publication de la revue de Solzhenitsyn, mais c'est un ouvrage, disons, qui a un caractère historique plus que littéraire. C'est la raison pour laquelle aussi nous l'avons écarté, ce qui n'enlève absolument rien à la qualité de la production, à l'importance de cette publication. Je rappellerai également, en ce qui concerne le choix, je vais passer la parole à mes collègues, le choix des deux auteurs, c'est que là aussi nous avons été fidèles à une ligne que nous avons suivie depuis le début, qui consiste à ne pas seulement saluer un ouvrage ponctuel, qui a un caractère d'événement, mais à honorer un travail de longue haleine de traducteurs de russe et d'éditeurs de russe qui souvent œuvrent dans l'ombre, n'est-ce pas, qui ne sont pas spécialement l'objet d'une grande attention des médias, et c'est une des raisons de notre existence, de faire suivre le travail de ses collègues, et dans la mesure de et c'est le cas des deux traductrices que nous allons vous présenter aujourd'hui. Еще хотел бы добавить, господин Каньо, по поводу критериев отбора переводов. Во-первых, не отбирались переводы, вышедшие в этом году, но тех произведений, которые уже были переведены раньше, а также не отбирались в лауреаты переводы произведений скорее исторических, чем литературных, как, например, произведения Солженицына, что никоим образом не снижает качество перевода. И также хотелось бы обосновать выбор двух лауреатов сегодня. Дело в том, что жюри премии Русофония стремится отметить не только какой-то конкретный перевод, но и долгую, кропотливую работу переводчиков и издателей. И именно поэтому жюри сделало такой выбор. Donc, vous avez compris, il y a donc deux lauréats. Avant de révéler leur nom, encore deux petites précisions en ce qui concerne le prix de la russophonie. Tout d'abord, il récompense non seulement le travail du traducteur, mais également celui de l'éditeur. Il y a donc une partie du prix qui sera décernée aux éditeurs, qui ne seront malheureusement pas présents aujourd'hui, mais qui l'obtiendront très rapidement. Et d'autre part, il y a aussi un prix qui sera décerné par Madame Iglova du Fonds de la collaboration en sciences humaines des pays de la CUI et par M. Shpenov, le directeur du Centre russe de la science et de la culture, qui sont des ouvrages de la littérature russe et des pays de la CUI. Таким образом, вы уже поняли, что у нас сегодня два лауреата, и я бы хотела сделать два уточнения по поводу премии Русофония. Во-первых, премия выдается не только лучшему переводчику, но и лучшему издателю. Таким образом, часть премии сегодня пойдет к двум издателям, которые, к сожалению, не смогли сегодня присутствовать. И, во-вторых, премию вручаем не только мы,
но также будет вручена премия от господина Шпунова, директора Русского центра науки и культуры. И также премия будет вручаться госпожой Татьяной Бубновой, исполнительным директором Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государственных участников СНГ. Pour Conte de la lune non éteinte de Boris Pignol. C'est un livre en bronze qui peut se diviser en deux. Encore en deux voyagers par exemple. Je tiens à préciser que je passe la parole à Irène Sokologorski pour une présentation de Sophie Bénèche et de son travail. Je pense qu'on peut peut-être faire venir les deux lauréats, pas laisser le souci comme ça. On a deux lauréats ex-aequo. Alors, présentons les deux lauréats, après quoi nous prenons la parole pour présenter leur travail. Donc, le deuxième lauréat. Alors, la deuxième lauréate, c'est Christiane Zeytounian-Bellouz pour sa traduction d'André Belli. Je voudrais commencer par faire un écho, s'il est discordant, en tout cas légèrement appontique, à ce que nous a dit Gérard Cognot par rapport à l'idée que les écrivains contemporains n'étaient pas là cette année, qui ne font pas partie non plus. On a élu deux traductrices, on a élu deux textes. Et moi, je voulais juste faire une petite réflexion sur ce qu'est un écrivain contemporain ou un écrivain vivant. Alors, cette réflexion, je la tiens de la bouche de Marina Tsvetaeva. On traduit et après je vous dis ma petite définition de l'écrivain vivant. Прежде всего, я хочу сказать, что я счастлива, что у нас сегодня два лауреата, два переводчика, и я бы хотела добавить несколько слов к тому, что сказал господин Коньо о наших критериях выбора переводчиков, о том, что есть работа переводчика и писателя, и я бы хотела сказать об этом словами Марины Цветаевой. Il ne fallait pas rêver, c'est merveilleux, j'ai eu un sentiment extraordinairement fort en lisant ce poème et je me suis dit j'ai changé d'avis. Il ne faut pas aimer la poésie, mais en le relisant, je me suis dit mais si, ce sont des réunions. Donc voilà comment je change sans arrêt d'avis, mais voilà surtout comment ce texte est lumineux, jeune, totalement contemporain, fascinant, et je voudrais vraiment saluer le travail exceptionnel et éblouissant de Christine Zeytounian-Bellouz sur ce texte merveilleux. Что текст Терехова сказал, ну да, конечно, так и надо было сделать. Таким образом, я переменила свое мнение о переводе, но прочитав его второй
снова изменила свое мнение, то, что мне, в принципе, очень нравится делать. И хотелось бы сказать, что текст молодой, совершенно современный, светящийся, и мне бы хотелось поблагодарить госпожу Кристину Затюнян-Белюс за ее прекрасный перевод. Мы попросим по нашей традиции Кристину зачитать отрывок из ее перевода, может быть, даже на двух языках, на французском и на русском. Étoile du souvenir surgit, année revécue, poème, premier rendez-vous, poème, premier amour. Je vois des appels venteux, je vois des ténèbres soufflantes, le courant cramoisi de la guerre où nous nous sommes noyés. Mes points d'hier ni d'aujourd'hui, le passé tout entier s'éclaire, et seul un chant, hirondelle divine, lance son cri brûlant par la fenêtre. Brille mon étoile au lointain, sur le chemin, les ans dressés comme des bornes. Je les longe tel un pèlerin, cheminant au-devant de moi-même. Frisson d'eau par les vents épandus, faites courir journée d'un printemps qui n'est plus. Vos maîtres rayonnants, vos rêves brillent vibrants de baisers. 1900, année pleine d'aurore, question jetée vers le vent. Сойди, звезда воспоминания, года пережитые вновь, поэма первое свидание, поэма первая любовь. Я вижу дующие зоры, я вижу дующие тьмы, войны поток краснобагровый, в котором захлебнулись мы. Но нет вчера и нет сегодня, все прошлое за вином, лишь песня, ласточка Господня, горюче взвизгнула в окно. Блести, звезда моя, издали. Пути года, как звезды стали, по ним, как некий пилигрим, бредут перед собой самим, как зыбрелые ветры. Промчите дней былой весны, свои ликующие метры, свои целующие сны. Вот 900-й, зори, вопросы брошенные зори. Это все, что я могу сказать пристойно по-французски. Malheureusement, c'est tout ce que je peux dire en français. Мы очень, во-первых, благодарны, что удалось нашему фонду приехать сюда и поприсутствовать и принять участие в тех мероприятиях, которые проводятся в Кремль-Беседах. Notre fondation est très reconnaissante de pouvoir venir ici et de pouvoir participer à cette cérémonie qui se passe à Кремль-Беседа. Мы благодарны господину мэру за его проникновенную вчерашнюю речь, от которой пришла в восторг вся наша делегация. Nous remercions Monsieur le maire pour votre discours d'hier fascinant que toute notre délégation a adoré. Мы благодарны оргкомитету премии за то, что нам позволили выступить и подарить произведения одних переводчиков другим переводчикам. Et nous voudrions aussi remercier les organisateurs pour nous avoir permis d'intervenir et d'offrir les œuvres d'un traducteur aux autres traducteurs. Совместно с издательством художественной литературы мы недавно начали этот проект, потому как фонд вообще образован недавно, всего 2 года назад. Nous avons commencé ce projet en collaboration avec l'édition Художественная littérature artistique il n'y a pas longtemps, parce que notre fondation elle-même n'est pas vieille, elle a été fondée il y a 2 ans. Et encore une fois, et on voudrait non seulement donc donner des prix aux lauréats, mais aussi offrir des cadeaux aux maires et aux organisateurs du prix Rosovoli. Победителем медали классика литературы СНГ может быть Амина Юрьевна Переводза тоже. Et le lauréat, c'est la classique, les auteurs classiques du CEI qui voudront peut-être traduire. А для господина мэра мы привезли замечательные развлекательные серии. Здесь на каждой кассете по 15 фильмов, правда на русском языке. Это лучшие фильмы
стран СНГ, которые отобраны российскими искусствоведами. Я надеюсь, что они вам понравятся. Et pour Monsieur le maire, deux DVD avec 15 films sur chacun. Ce sont des meilleurs films de la Russie et de Suède qui ont été sélectionnés par le comité des arts. И для председателя жюри и оргкомитета то же самое вам. Спасибо вам большое. Смотрите, наслаждайтесь. Приглашаем вас присоединиться к жюри лауреатам за коктейлем. И также вас ждут экземпляры нашей каталоги. Donc, je pense que c'est ce genre de table ronde et de manifestations qui peuvent apporter une meilleure connaissance à tout le monde. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé aux meilleurs spécialistes de la question de la coopération spatiale et en général de l'histoire de la conquête de l'espace, Christian Larzier, d'animer cette table ronde et d'inviter les personnes les plus compétentes. De ce point de vue-là, je voudrais vous présenter les excuses de notre part. Nous avons deux invités de marque qui n'ont pas pu venir. Michel Tonini, qui est actuellement où, Christian? Il est où? Il est à Tsukuba, ce qui fait un peu loin pour venir au Kremlin pour la table ronde, malheureusement. Et Batourine, qui reste coincé pour une une histoire totalement absurde de passeport, compte tenu qu'il demandait un permis de non-séjour en Allemagne où il enseigne, et l'ambassade d'Allemagne n'a pas rendu le passeport à temps. Ça fait qu'il n'a pas pu venir, il n'a plus de passeport. Voilà. Donc désolé pour ces deux absences-là, mais Christian vous présentera tout le reste. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, alors donc le sujet c'est la coopération spatiale franco-soviétique et puis russe, qui a commencé en 1966 par une signature d'un accord, un premier accord avec le général de Gaulle en juin 1966, une signature qui était restée mémorable puisqu'elle avait été accompagnée d'une visite tout à fait extraordinaire à l'époque d'un chef d'État sur le site secret de Baïkonour. C'était la première visite officielle à l'étranger dans cette ville qui était à l'époque totalement fermée. Et donc cette coopération qui a été initiée en 1966, on en a fêté les 40 ans à Moscou en octobre 2006 avec le CNES. Armée était présente, je le disais hier, ce jubilé, on va dire. Et donc elle est très compétente pour en parler. Mais en ce qui concerne donc André Legault, lui qui a été, comme il le dit lui-même au tout début, la coopération spatiale avec les soviétiques. Donc il y a eu 1965, une époque un petit peu particulière, avec la France qui quitte l'OTAN, le rapprochement avec l'Union soviétique, le général de Gaulle qui a décidé de cristalliser une coopération spatiale avec Moscou. Et donc tout ça a commencé par des visites de délégation. Nous avons voulu voir au cours de cette première réunion, j'avais proposé au général Olinière que nous fassions cette démarche tactique en quelque sorte. Nous avons voulu voir jusqu'où allait la volonté de coopération des Russes. Le général Olinière, qui était directeur général du CNES à cette époque,
avait, je dois dire, une certaine image auprès de la délégation soviétique, parce qu'il avait commandé en second la résistance française dans le Nord, il avait été déporté et il avait été libéré de son camp de concentration par l'armée rouge. Et tout ça était connu naturellement de Henri ce général Aubinière est de mettre la barre très haut et de dire aux Russes, pour que cette coopération soit importante, il faut qu'un satellite français soit lancé par un lanceur soviétique, et nous proposons de lancer un satellite circumlunaire. C'était vraiment mettre la barre très haut. Et Léonid Sedov nous a dit, écoutez, c'est quand même très ambitieux, commençons par des choses moins importantes, par exemple des expériences que vous feriez voler sur nos satellites. Et on a dit non, si on veut partir dans cette affaire, il faut partir sur une base très ambitieuse et par conséquent, nous proposons, à titre d'exemple, un satellite circumlunaire. Alors là, la délégation soviétique a été embarrassée et nous a dit, nous reparlerons de ça demain matin. Et le lendemain matin, on a vu arriver Léonid Sedov avec son adjoint, M. Skouridi, qui nous a dit, le satellite circumlunaire, c'est d'accord. Donc là, il n'y avait plus qu'à y aller, en quelque sorte, et on a mis sur pied, en fait, un appel d'offres à la communauté scientifique pour savoir ce qu'on pouvait faire comme projet vraiment important avec les soviétiques. Ce qui s'est dégagé, c'est d'une part un satellite circumlunaire, d'autre part un satellite lourd, excentrique, qu'on a appelé Roseau. Et ni l'un ni l'autre n'ont été réalisés finalement, parce que Roseau, qui avait été sélectionné, a sombré dans les difficultés financières et économiques qui ont suivi mai 60. Parce que je suis parti à l'Agence spatiale européenne. Et la dernière chose que j'ai faite dans ce cadre, c'est d'obtenir de nos collègues et amis soviétiques qu'ils lancent le dernier exemplaire du satellite français D2 sur le troisième modèle de vol de D2 sur un lanceur soviétique, qui a été lancé, je crois, de quelques années plus tard. C'est-à-dire après avoir obtenu l'accord de principe, c'est une affaire dont je me suis plus occupé parce que je n'étais plus là. C'était Signe 3, c'était un satellite qui observait les rayons. Alors, bon, je vais reprendre parce que le mot doit s'absenter avant la fin de la conférence, il doit partir vers vous. Donc le temps, on va passer à l'expérience. Et je demandais à M. Legault qui nous parle un petit peu de cette chose tout à fait particulière sur l'épisode actuel, des commissions avec franco-soviétiques. Par un panorama plus large d'échantillons, parce qu'ils avaient à la fois les échantillons américains qui étaient obtenus par Bellon et puis ces échantillons russes. Alors, les intérêts des échantillons russes, outre qu'ils étaient dans 3 différents qui avaient été traités par Apollo, il y a eu 6 missions humaines pour apporter des échantillons, et là il y a eu 300 kilos, c'est quand même bien plus important. Mais l'intérêt, c'est que la dernière mission lunale, la mission Lunamen 4, elle a fait un carottage profond, c'est-à-dire qu'il y a eu un forage sur plus de 2 mètres avec retour d'échantillons, qui a permis de pouvoir stratifier les échantillons lunaires et d'avoir reconstituer l'histoire du vent solaire. Donc ça a été extrêmement important et à ce jour, personne d'autre ne l'a fait. Donc quand on parle des premières, c'est vraiment des premières importantes. Ça c'était la Lune. Alors il y a eu aussi Vénus. Vénus a beaucoup réussi aux Russes. Ils ont envoyé beaucoup de missions à partir des années 60 et ils ont envoyé des modules à la surface de Vénus. À ce jour, il n'y a pas eu d'autres expériences de ce type qui a été réalisée.
extrêmement difficile d'envoyer des modules à sa surface et qu'ils puissent faire des expériences scientifiques pendant une heure, qui était le cas, et transmettre les données à la Terre. Donc les données que l'on a aujourd'hui du sol de Vénus ont été faites par ces sondes générales, donc il y a eu 10 modules, et à ce jour, il y a eu des satellites en orbite autour de Vénus qui ont cartographié la planète, beaucoup ajouté de données à celles qui avaient été obtenues dans les années 70, et aucun d'autre de la surface. Là, c'est vraiment les deux points très importants dans l'exploration du système solaire contemporain, et dans lequel je trouve magnifique, c'est la Lune et Vénus. Il y a un point qui est plus contrasté, c'est Mars. Mars n'a pas vraiment réussi au soviétique et aux Russes. C'est extrêmement difficile. Je pense infrarouge française a pu pour la première fois donner de manière directe des preuves qu'il y avait de l'eau sur Mars, et en particulier au pôle. Il y avait aussi des découvertes d'archives qui montraient que dans le passé, l'eau avait été sur Mars. Donc des résultats scientifiques considérables qui ont été obtenus grâce à cette success story. Donc c'est pas direct, mais c'est vraiment un résultat évident de la coopération franco-russe. Alors, je dois dire que les scientifiques français qui n'ont pas été ingrats, et que suite à tout ce qui leur avait été offert par les Russes, beaucoup ont gardé beaucoup de contacts avec les scientifiques russes, et ils leur ont offert des places sur les expériences européennes, en particulier sur la mission Mars Express. Et on voit d'ailleurs que dans presque toutes les expériences, il y a des scientifiques russes qui participent. Donc c'est un peu un retour d'ascenseur grâce au fait que donc, les scientifiques français avaient été invités sur ces missions. Maintenant, les scientifiques russes qui ont été privés depuis 1996 d'accès à l'espace interplanétaire, ils sont invités sur ces missions. Donc, c'est pour dire que ça continue. On n'est pas en train de parler d'événements historiques. Il y a toujours cette coopération franco-russe qui est devenue plutôt européano-russe maintenant. Je crois que c'est clair. Et d'ailleurs, il y a des bonnes nouvelles maintenant du côté russe. Il semblerait que le programme interplanétaire qui avait arrêté à un moment une capacité d'accès à l'espace. Mais il y a aussi une dimension humaine très forte, et qui peut-être qui est tous les acteurs que je connais bien, et donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le domaine spatial, sans compter naturellement la coopération intra-européenne, qui est plus vraiment une coopération avec les pays étrangers. Merci. Institut de recherche spatiaux. Qui était donc l'interface de l'Académie des sciences pour la coopération spatiale pour la Belgique. Et l'Institut des BDF, donc, qui est le FIAS, l'Institut des BDF, de l'Académie des sciences. Et puis il y a le LFTI, l'Institut physico-technique du nom de Ioffe, de l'académicien Ioffe. Donc on appelle le LFTI, qui est aussi en charge de ce secteur de l'astronomie. Для этого эксперимента разрабатывался специальный космический аппарат, так называемый модуль, достаточно больших размеров. И
и большой многоюдность. Основным прибором в этом данном модуле был гамма-телескоп гамма-1. Donc pour ces recherches, on a créé une sorte de module spatial, de module gamma module. Et donc l'élément principal de cet appareil, c'était un appareil gamma 1. Данный прибор был предназначен для регистрации гамма-излучения в диапазоне от 100 мегаэлектрон-вольт до 30 гигаэлектрон-вольт. Это энергия примерно в миллиард раз больше, чем имеет энергию видимый свет. Donc cet appareil servait à mesurer justement les rayons qui étaient de plus de milliards de fois plus que le rayon de la lumière. Это излучение генерируется в космических объектах, звездах, каких-то мощных энергетических космических объектов, а также галактики при взаимодействии заряженных частиц с межзвездным газом. Ce rayonnement, on peut voir dans les galaxies, on peut voir aussi des objets différents astraux qui émettent ce rayonnement. Данный вид излучения является особенно важным для изучения, поскольку позволяет наблюдать космическим объектам, находящимся на большом расстоянии от нас, и даже за центром галактики, за ярким центром галактики. То есть данное изолокочно-оптическое излучение от таких объектов, но его невозможно наблюдать без большой яркости галактического центра и большой плотности, большого поглощения излучения в галактическом центре, низкоэнергичное гамма-излучение. Обладает высокой проникающей способностью и способность проникать, в том числе через центр галактики. В итоге оно несет информацию о звездах, которые находятся за центром галактики и которые невозможно наблюдать в оптическом излучении. Donc ce rayonnement nous permet d'observer des astres qui sont très très éloignés de la Terre. Parce qu'en fait, d'autres sortes de rayonnements ne permettent pas de voir très bien les astres. Donc c'est que le rayonnement gamma qui le permet, puisqu'il possède de pénétration très très forte et qui peut traverser en fait l'espace. Bonjour, donc je me présente, je fais ma thèse à l'Institut de МИФИ. Космическое излучение, исследования в области космического излучения очень важны с точки зрения практически тех фундаментальных проблем, которые связаны с Вселенной. Это происхождение Вселенной, это источники такие, как звезды и нейтронные звезды, процессы, которые происходят во Вселенной. La recherche dans le domaine des rayons gamma, de toutes sortes de rayonnements, c'est très important pour comprendre le fonctionnement du système solaire, pour étudier des planètes. Notamment, c'est très important pour comprendre les origines de notre système solaire. Но физика космических лучей также связана с тем, что происходит непосредственно в нашем Солнечной системе.
Donc c'est une science fondamentale et c'est aussi très important pour comprendre les processus qui se passent dans le système solaire. Например, полеты на Марс не могут быть проведены без детального исследования радиации, излучения, которое будет пагубно влиять на космонавтов. Par exemple, pour envoyer des cosmonautes, des humains sur Mars, c'est très important d'étudier avant le rayonnement qui peut nuire à la santé des cosmonautes, qui peut empêcher un humain d'atterrir sur cette planète. Физика космических лучей является неотъемлемой частью астрофизики в общем и прекрасно дополняет астрономию. И сейчас это передовое направление, с помощью которого мы можем решать очень глобальные, фундаментальные проблемы, в частности, проблемы, связанные с темной материей. Les recherches des rayonnements sur les rayonnements gamma complètent l'astrophysique et l'astronomie. Ils sont très importants pour comprendre, pour étudier la question des... je ne sais pas comment traduire exactement. Sphère noire, voilà. Наш эксперимент подходит к концу, и мы готовим несколько новых. Notre expériment est en ce moment à la phase d'achèvement, mais nous préparons aussi plein d'autres expérimentations. Конечно, нам один не справиться с сложной обстановкой, связанной все эксперименты такого плана проводятся в международных коллаборациях. И мы открыты к сотрудничеству. И, конечно же, прежде всего мы имеем в виду Францию, потому что мы помним наши приоритеты сотрудничества в эксперименте Гамма-1 и очень надеемся, что и новые эксперименты, которые вот Гамма-1, Гамма-4 или Моника, нам удастся привлечь какие-то университеты с французской страны. Et bien sûr, nous espérons la collaboration éventuelle avec la France, avec les instituts français, parce qu'on a des bons souvenirs de notre collaboration dans le projet Gamma 1, Monique ou Gamma 400. Et nous comprenons que tout seul, pour nous, c'est pas évident de faire ces projets. Nous les remercions, surtout d'être venus de 6 mois, et j'espère qu'ils vont profiter de leur séjour à Paris. C'est meilleur que la bouche, La fusée est mythique, tout le monde sait qu'elle a lancé Sputnik 1, qu'elle a lancé Gagarine, qu'elle a été lancée à plus de 1750 fois, reprises, qu'elle a notamment lancé tous les cosmonautes russes, y compris tous les Français et Européens qui sont allés vers les stations Salyut, Mir et ISS. Et donc elle va renaître et connaître une nouvelle et seconde vie en Guyane. Donc c'est un très beau projet qui était donc au niveau européen, qui était signé, approuvé par le Conseil des ministres européens en 2003, donc il y a 6 ans, et qui est à achèvement. Donc c'est un très beau projet qui a coûté environ 400 millions d'euros et qui va permettre donc pour les 20 prochaines années de lancer environ 3-4 fusées Soyouz depuis la Guyane pour des missions plus institutionnelles que commerciales, puisque en fait la fusée Soyouz peut lancer depuis l'équateur évidemment des petits satellites de télécom, c'est une affaire, mais elle ne servira dans ce cas-là que de backup à Ariane 5. Donc elle n'a pas pour vocation à devenir un lanceur purement commercial, mais c'est essentiellement des satellites d'observation de la Terre, des satellites scientifiques et des satellites de taille variée qui sont sous-dimensionnés pour Ariane 5. Но ничего не поделаешь, поскольку этот проект начался, по-моему, в конце 80-х годов, а после этого он начал развиваться, потом Советский Союз развалился, финансирован практически нет. И
И, по сути дела, развитие этого проекта, запуск проекта совпал с очень инновационными регионами России. Вот в этом основная проблема. Pour nous, c'est le fait négatif, mais c'est comme ça. En fait, le début de ce projet est tombé sur les années 80. Donc après, c'était Perestroïka, après, c'était des années difficiles pour la Russie, il n'y avait pas de financement. Et donc voilà, ce projet n'a pas eu de chance. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont assisté, puis évidemment merci à tous les intervenants. Je pense que cette coopération, elle est exemplaire justement de ce qu'on peut réussir dans le domaine européen large, c'est-à-dire pas seulement dans l'Union européenne, pas seulement dans les structures spatiales européennes, mais évidemment au niveau de toute la dimension de toute l'Europe. Et évidemment entre la France et la Russie qui en a été un fer de lance et qui, je pense, dans l'avenir, sous les autres formes dont vous avez parlé, et notamment qui passe par une coopération industrielle beaucoup plus libre et autonome entre des organismes indépendants, et puis avec le lancement de cours, qui est très symbolique en fait, mais qui est complémentaire justement d'un programme commercial. Je crois que ce qui est important, c'est que dans l'opinion, on s'en rende un peu compte. Or, il faut bien dire que malheureusement, les gens s'en rendent peu compte. Et quand on parle notamment de ce qu'on a en commun, de ce qu'on fait en commun avec la Russie, ben, l'espace est un peu délaissé, alors que franchement, c'est vraiment le joyau. Et je vous remercie donc de l'avoir souligné, de l'avoir rappelé ici. Et je pense que ça avait une place dans un festival comme Rusenko de le rappeler et puis que ce soit vrai. Merci à vous tous. Et lauréat d'un concours international de Novosibirsk, justement, Véronique Lotar-Shevchenko. Je pense que vous avez lu à peu près la biographie de Véronique Lotar-Shevchenko. En 2 mots, c'est une élève de Korto qui a épousé un diplomate soviétique dans les années 30, qui a eu la pas forcément très bonne idée à l'époque de le suivre et qui s'est retrouvée au goulag. Lui n'en est pas ressorti, elle en est sortie au bout de 8 à 9 ans pendant lesquels elle jouait en ayant dessiné les touches sur des chalis et en jouant en muet. Mais du coup, elle n'a pas perdu la souplesse des doigts. Et quand elle est sortie, elle a commencé à jouer et elle a été entendue dans l'endroit où elle était, comme on disait en russe, en chimie, c'est-à-dire en résidence surveillée dans la taille, par des gens de Novosibirsk, l'Académie Gorodok de Novosibirsk, qui ont pu la sortir de là, et elle s'est mise à jouer à nouveau, et en faisant des concerts, mais malheureusement il y a très peu d'enregistrements, et en donnant des cours, et en formant des disciples. Parmi ces disciples, justement, on va vous raconter ça tout de suite, eh bien, il y avait des gens qui ont voulu perpétrer sa mémoire et qui ont créé un concours international de piano du nom de Vera Lotar, qui a été soutenu par la Fondation Yeltsin. Et grâce à ça, ce concours a déjà eu lieu 2 fois. Et puis ils sont venus à Paris, ils ont joué dans la salle Cortot en septembre dernier. Ils ont joué l'année précédente, c'était la cuvée précédente du concours qui avait joué. Et là, vous allez entendre des nouveaux. Et je passe maintenant la parole à leur directeur artistique et directeur du concours, M. Danilin. Уважаемые гости, вы сегодня будете слушать лауреатов конкурса памяти Веры Лотар-Шевченко, удивительная совершенно женщина, которую чтут в России за, мне кажется, совершенно исключительные обстоятельства судьбы. В мире такой судьбы в музыке не было. И Вера Августовна, кроме того, что была превосходной пианисткой, была еще чрезвычайно мужественным, гордым, интересным человеком. Vera Augustinovna, donc Véronique Lotar, est une musicienne respectée et vénérée aujourd'hui en Russie, évidemment à cause de ses qualités de musicienne, mais aussi à cause de son destin, qui est bien rare pour des musiciens, et pour son courage à la fois musical, mais aussi son courage physique et son courage humain, et la qualité humaine de tous ceux qui ont été appréciés par tous ceux qui l'ont connu. Молодые музыканты, победившие в этих 2 конкурсах, живут в разных территориях России, очень далеких, в Новосибирске, в Красноярске. Не знаю, говорят ли вам что-нибудь эти названия, но это очень далеко.
Вот. И в Москве очень талантливые люди, за это время они стали лауреатами и многих других международных конкурсов. Надеюсь, вы будете иметь полное представление о современной музыкальной школе России. Les lauréats viennent de différentes régions et villes de Russie. Et j'espère qu'en les écoutant, vous aurez une bonne représentation, une bonne idée des différentes écoles qu'il y a aujourd'hui, des écoles de piano qu'il y a aujourd'hui en Russie. Je voudrais vous dire aussi qu'en deuxième partie, en quelque sorte troisième partie, dans votre programme que vous avez pris, je pense, il y a un autre maître qui va jouer, qui est Alexandre Malkus, qui est aussi un grand pianiste, et qui va par ailleurs donner un concert lundi soir, avec une chanteuse arménienne à la chapelle du lycée Henri IV à 19h30 lundi soir. Donc si vous voulez l'écouter encore, venez à la chapelle le 1er février. Ce sera Alexandre Malkus que vous verrez ici en dernière partie de programme. Merci à vous et puis place à la musique. Les photographes doivent faire 2-3 photos pour le journal municipal et après ils partiront, ils ne gêneront pas, je vous jure. Merci.